Nouvel essai de vidéo Blood Bowl 3 avec normalement un micro mieux réglé par rapport au son du jeu et donc la possibilité d'écouter mes commentaires sur le match. Alors on va rejouer l'équipe de Skaven d'Omra qu'on a déjà joué deux fois. Une première fois, donc la première vidéo de la chaîne, et une deuxième fois dans une vidéo qui va être diffusée un peu plus tard. Pour les deux premières vidéos, je mettrai des petits commentaires pour décrire les matchs afin que on puisse avoir enfin plus de que je puisse déjà pour ceux que ça intéresse voir le gameplay Skaven et puis pour voir aussi ce que ce que on peut ce que je peux vous donner au niveau astuce tactique. On va essayer de prendre un sorcier là pour voir histoire de rigoler un coup. Alors on va affronter des elfes noirs qui est une équipe qui réussit normalement bien au Skaven. Donc l'équipe a fait deux victoires pour ses deux premiers matchs, une victoire 4-0 et une victoire 2-1. Donc là on voit qu'on a des compétences dans l'équipe en face qui joue à 3 relances et un apothicaire. Les joueurs sont pas très visibles. On voit les trois blitzers là tout en bas de l'écran. Mais pour le reste, c'est assez peu évident. En même temps, il semblerait que ce soit. Ouais, on a. En fait, c'est une équipe avec seulement deux types de joueurs. Il y a un 2 3 4 5 6 7 8 3 quarts, 3 blitzers, sans compétences additionnelles. Donc je sais pas pourquoi l'adversaire a si peu de valeur d'équipe. Enfin, il n'est pas censé me rencontrer et je suis pas censé avoir un avantage aussi important en termes d'inducement, enfin de prime de match. En gros. Donc l'adversaire décide de défendre en premier. Ah, on n'est pas mal parce qu'on a un angle de vue qui nous permet d'afficher les compétences des joueurs adverses. Donc on voit les trois blocages par exemple des blitzers ici. Donc ça veut dire que c'est un joueur solitaire normalement, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est à moi de me placer. L'adversaire est placé un peu bizarrement. Et on s'est jamais placé contre des joueurs légers pour l'instant. On a un seul coureur d'égout, qui est un de nos trois joueurs rapides qui n'a pas de compétences. Les deux autres joueurs ont des compétences, donc on va essayer de faire remarquer le coureur qui n'a pas d'expérience que, comme vous le savez, plus on marque d'expérience, plus les joueurs enfin plus les joueurs marquent d'expérience et plus derrière ils ont des compétences qui leur permettent d'être encore plus forts sur le terrain. Celui-là il a moins 1 en compétence de passe et il a aussi une compétence que je n'arrive pas à lire. Ah si c'est bon. Il a la compétence intrépide, donc ça veut dire qu'il peut taper plus facilement mon rogue par exemple. On va essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Ok, et bah écoutez, on va démarrer. On va juste enregistrer celle-là. Nouvelle formation contre du léger. Et puis c'est parti pour le début de ce match. Alors il faut savoir qu'à Blood Bowl 3, le niveau des adversaires globalement
peut être assez faible. Donc on va pas parler avant de démarrer le match. En plus on se prend un blitz dans la face, c'est à dire que l'adversaire va jouer un tour avant que ce soit le mien. Oui, c'est bien ce que je pensais. Donc là en gros il a un joueur solitaire au milieu de son terrain, qu'on voit ici là, qui est le joueur qui est en bleu, qui est en fait un joueur qui ne peut pas utiliser les relances d'équipe classement. Donc on voit, on a 3 relances à un apothicaire tous les deux, c'est les données. Donc l'apothicaire c'est le pansement et les relances c'est le dé avec des flèches autour. Okay, donc, il semblerait qu'on affronte un coach assez moyen, parce qu'il fait un blitz à 1 dé pour démarrer. Après il maîtrise peut-être pas encore le nouveau jeu. Donc dans ce genre de match, ce qui compte c'est d'assurer la victoire assez vite. Et puis bah après de faire que l'expérience aille sur les bons joueurs. Il faut savoir que sur un blitz, on ne peut pas utiliser de relance. Donc là, il jette des dés. Au moindre échec, c'est un turnover. Et donc, ce sera mon tour de jouer. Fin de l'événement, c'est mon tour de jouer. Il y a un joueur qui a arraché la balle et qui a pro 2 compétences ici. C'est pas mal du tout ça. Et ben, on va relancer ce premier double crâne. Donc le but contre une équipe qui est un peu moins expérimentée, ça va être de aller protéger le ballon le plus vite possible. Alors là on va utiliser 2 relances sur le premier tour, parce qu'on veut pas que la balle soit par terre. Contre des elfes, la priorité c'est d'avoir la balle au chaud avec les joueurs. On n'est pas sur un début de match grandiose, hein, avec un premier tour plutôt moyen. Mais bon, on a la balle au chaud et c'est pas si mal. Puis comme je dis, vu ce qu'a montré le joueur sur son blitz, alors à moins qu'il soit pas encore dans son match et qu'il soit pas très chaud, bon, ça va être compliqué pour lui à mon avis. Donc là l'idée c'est quoi sur la mi-temps? On va avoir une vision stratégique. Comme on a dépensé 2 relances assez rapidement, on va vouloir essayer de marquer tour 8 en prenant le moins de risques possible, pour derrière ne pas laisser à l'autre la chance de marquer avant son tour 8 à lui. En gros on va essayer de développer un ball control afin de réussir à mener 1-0 à la mi-temps et de défendre derrière en deuxième mi-temps avec un sorcier qu'il joue à... Il habite avec son solitaire, il a réussi sa relance solitaire. Il faut savoir que s'il voulait relancer son dé, il fallait d'abord qu'il fasse un 4+, pour relancer son dé. Il met KO mon joueur. Comme on a un apothicaire, on peut se permettre de sauver notre joueur, mais on va pas le faire ici. Alors après, il a l'air déterminé à me mettre la pression, et s'il consomme ses relances comme ça, on pourrait finalement changer de stratégie et se dire qu'on va marquer rapidement. On voit qu'il colle tous ses joueurs. Et donc on va peut-être avoir du mal à verrouiller le ballon. Là, on dit souvent que dans un tour de Blood Bowl, il faut jeter des dés une fois que toutes les actions importantes ont été faites. Là, dans ce cas-là, il a relevé ses joueurs alors qu'il avait déjà blitzé et fait une action un peu risquée avec un blitz à 1 dé. Là, il a fait une esquive inutile. C'est pas un match qui va rester dans la postérité, je pense, mais c'est important de faire des tests avec le micro et de faire des matchs avec cette équipe pour la compétition. Alors,
je pense que ça va être mon tour de jouer, mais il y a un petit bug. Ok, tour 2. On voit qu'il a un joueur derrière là par exemple qui ne sert à rien. On va essayer de libérer le porteur de balle pour commencer. On y arrive. Donc le porteur de balle est libre. Mais où va-t-il aller ce porteur de balle? On va essayer une action avec le Rogue pour voir ce qui se passe. Bon, le Rogue nous met un peu en difficulté avec ce double crâne. Donc, comme on le répète à Blood Bowl, le jeu punitif par excellence, où dès que vous ratez une action, c'est au tour de l'adversaire. Et donc là par exemple on avait plein de joueurs qui n'avaient pas encore joué leur tour. Et tout simplement notre adversaire va pouvoir jouer directement alors qu'il a plein de joueurs à lui collés au nôtre. Potentiellement faire un carnage. Mais on n'a pas voulu relancer le jet de dés, parce que quand on veut relancer avec un solitaire, que ce soit son joueur qui est par terre actuellement ici, qui est un remplaçant on va dire, ou un Raogre qui est un big guy, et ben on a enfin si on veut relancer n'importe quel jet de dés, on doit d'abord faire un jet de dés à 4+, que faire 4, 5 ou 6 sur un D6, et si on fait un ou 2 ou 3, on n'arrive pas à relancer le jet de dés. Donc c'est prendre beaucoup de risques, et comme on a déjà dépensé 2 relances sur 3, on va garder la dernière relance précieusement, parce qu'on sent que la mi-temps va être compliquée. Qui vient de faire un blocage à un dé qui a échoué. Est-ce qu'il va le relancer? Ou est-ce qu'on va en rester là? Donc là il prend. Donc turnover pour lui aussi. C'est un match qui est un peu bizarre pour l'instant. On va essayer de ne pas se laisser déconcentrer. Donc. Alors on vient de réussir à faire une sortie. Ce qui est une très bonne chose pour nous. Et la question c'est est-ce qu'on va faire au Raogre? Est-ce qu'on va faire confiance au Raogre ou pas? Là normalement j'aurais tendance à dire que pas forcément. Mais après on est sur le début du jeu, donc on a quand même envie de s'amuser un peu et de jouer avec les gros. Allez, voilà. Et en fait ce qui est pas mal c'est que là, il nous ouvre la place vers le milieu du terrain. Ce qui est une très bonne chose pour qu'on puisse sécuriser le ballon. Donc je suis assez partagé sur la stratégie adoptée, parce que comme je vous le dis, l'adversaire n'a pas l'air très fort. Donc normalement dans un match classique, l'objectif comme je vous dis, surtout quand on utilise des relances en début de match, c'est de faire en sorte qu'on ne marque pas trop vite pour ensuite pouvoir mener à la mi-temps. Mais là comme l'adversaire a l'air assez moyen, on se dit bon, est-ce qu'on va pas essayer juste de lui mettre le plus de touchdowns possible? Alors, fin du tour. On va en profiter pour décrire le profil classique du joueur. Donc le joueur classique c'est le 3 quarts ici. Quand on se rapproche ici, on le voit là, c'est lui. Donc il a 5 particularités. Le mouvement, là on voit qu'il est affiché 7, c'est le nombre de cases qu'il peut faire dans le jeu. Vous voyez, il y a 13 cases de longueur de chaque côté du terrain, ce qui fait 26 cases de long et 13 cases de large. La force, ça détermine les dés de blocage. C'est-à-dire que quand vous tapez un joueur adverse, si vous avez force 3 contre une force 3, comme là par exemple tous les joueurs de l'équipe en face, on est à 1 dé de blocage. Si par contre on a un soutien, c'est-à-dire un joueur qui est démarqué et qui est à côté du joueur adverse, dans ce cas-là on a un bonus de +1. Et donc à partir du moment où on a plus de force que l'autre, on tape à 2 dés de blocage. Et on choisit celui qui nous intéresse le plus. Il faut savoir que dans certains cas, par exemple avec le Raogre, comme on a une force 5 de base,
Si on ramène 2 soutiens, on est à 7 plus du double, et donc on peut avoir 3 dés sur un force 3 par exemple. Et donc on jette 3 dés et on choisit ce qui nous intéresse le plus. Vous l'aurez vu, le rat ogre, il a beaucoup plus de compétences. Le 3 quarts normal, il n'a pas de compétences additionnelles. Il a aussi une compétence d'agilité, 3+, qu'on voit ici, qui lui permet en fait, quand il décide d'esquiver, euh, de, en fait, on jette un D6 et en gros, on considère que sur un 3 ou plus, il réussit l'action. Donc ça veut dire qu'il réussit l'action sur un 3, 4, 5 ou 6. La compétence de passe, c'est la même chose, mais uniquement pour les actions de passe du ballon. Enfin, la compétence d'armure, c'est celle qui permet, quand un joueur est par terre, de savoir si, quand on met un joueur à terre, ou dans certaines. Enfin, en gros, c'est la résistance du joueur. Quand il y a un jet d'armure à faire, c'est qu'on voit si le joueur résiste à un choc souvent. Et donc, là, 8+, ça veut dire que si l'adversaire jette 2d6, et s'il fait 8 ou plus, 8, 9, 10, 11 ou 12, il passe l'armure de mon joueur et va faire un jet de blessure. Les jets de blessure, de 2 à 7, il ne se passe rien. 8 à 9, le joueur est KO. 10, 11, 12, le joueur est sorti du terrain. Donc là, on voit que l'adversaire a semble-t-il, arrêté de jouer. Et donc, ça va être à mon tour de jouer. C'est un peu dommage parce que je pense que, comme il a eu quelques mauvais jets de dés et qu'il a pris une blessure, j'ai l'impression qu'il s'est arrêté de jouer à la suite de ça. Comme on est dans une ligue fermée, c'est hyper important pour moi de marquer des points d'expérience. Donc on va attendre que le chrono se termine ici. Et puis alors ça va sûrement nous donner une victoire par forfait. Euh, donc bon, bah, dans ce cas là tant pis, hein, et on prendra les points d'expérience, mais ça va me permettre de développer un peu certaines règles du jeu, ce qui va être intéressant. Donc comme vous le voyez ici, il y a des comptes tours en haut. Chaque mi-temps fait 8 tours, il y a 2 mi-temps. Donc là on est à son troisième tour à lui. Et donc il y a 8 tours de chaque côté, c'est 8 tours par tour. Et il faut savoir qu'à chaque fois, donc la règle principale du Blood Bowl qui crée un peu le côté fun, c'est le turnover. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on rate une action, et encore plus avec le porteur de balle, oh, l'adversaire s'est réveillé. Il a raté une esquive directement pour aller taper le porteur de balle. Donc il a l'air un peu démoralisé. Mais bon, nous on va continuer à jouer notre meilleur Blood Bowl. On va amener un coureur à portée de marquer, mais on va pas marquer tout de suite parce que, comme j'ai dit, ce qui compte c'est de mener à la mi-temps, et on n'est pas sûr de pouvoir mener à la mi-temps. Il faut assurer le coup au maximum. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, on ramène 2 joueurs autour de ces joueurs adverses là, et comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va. Alors attendez, toc. On va aller blitzer avec le rat ogre, et donc on va comme ça avoir 3 dés. Donc là, mon rat ogre qui refuse de jouer sans rien faire, et donc qui va taper un de mes joueurs pour pouvoir jouer. Donc il va quand même pouvoir faire son action, mais par contre, il tape un de mes joueurs. 3D, raté. Donc, il n'y en a aucun qui m'intéressait. Donc on peut prendre 2 secondes pour analyser le résultat des dés. Donc là, les 2 premiers jets de dés, il y avait un crâne et un crâne pot, donc qui fait que les 2 joueurs tombent à terre. Là, on a une flèche qui permet de repousser l'adversaire, et on a surtout un pot pur qui permet de faire tomber le joueur adverse. Donc là, c'est le jet d'armure 5. Il a une armure de 9+, donc on ne passe pas l'armure ici. On va essayer de protéger un peu nos joueurs. Et c'est la fin du tour. Donc je disais 16 tours, le gagnant du match est celui qui met le plus de touchdowns que l'adversaire. On a étudié un peu les données classiques d'un joueur. Il faut savoir que pour cette compétition et pour la majorité des tournois en ligue, en fait on donne un budget à tout le monde. Donc, par exemple, là ici c'est 1 million de pièces d'or. Et en fait on achète un certain nombre de joueurs, des relances, un apothicaire, qui permettent donc de créer l'équipe et ensuite de démarrer la compétition. Là après on n'a plus d'argent, et en fait l'argent on va la gagner en fonction des matchs, donc en fonction du nombre de touchdowns qu'on met et des fans qu'on a. Bon, c'est des données sur lesquelles on reviendra un peu plus tard. Mon adversaire n'a pas l'air très motivé par le match là, donc il va peut-être se réveiller au dernier moment et revenir comme ça, mais c'est pas grave, il ne nous aura pas l'usure. Pour revenir sur certaines clés du match,
Pour les Skaven, donc on a décrit le 3 quarts Skaven ici là, qui est tout à gauche. Là vous voyez à côté il y a 3 coureurs Skaven, des coureurs d'égout. Donc ils ont moins de force que les 3 quarts normaux. Par contre ils compensent ça avec un mouvement beaucoup plus élevé. Enfin, 9 de mouvement, c'est le joueur le plus rapide du jeu. C'est mon joueur préféré d'ailleurs. Et une agilité de 2+, donc c'est à dire que eux leur jet pour ramasser le ballon ou pour esquiver dans des zones vides, c'est du 2 ou plus sur un des 6. Donc en fait il n'y a que sur un 1 qu'ils échouent leur action. Et en plus de ça, on le voit, ils ont une compétence de base, donc c'est la compétence esquive. Et on lit en bas, une fois par tour et par activation, ce joueur peut relancer un jet de raté d'esquive. Donc non seulement vous ratez votre jet que sur un 1, et en plus de ça, si vous faites un 1, vous pouvez relancer le dé. A savoir qu'on ne peut pas relancer un dé plus d'une fois. Donc si vous faites un relance 1, votre joueur tombe quand même et c'est un over. Mais en gros, ce joueur-là, quand il esquive, la probabilité qu'il tombe est beaucoup plus faible qu'un joueur normal. D'autre part, on peut aussi, c'est très efficace en défense. En fait, quand vous allez vous faire taper avec ce joueur-là, vous ne l'avez pas encore vu, mais il y a une phase du déblocage qui est en fait ce qui s'appelle, là ils disent le résultat est vacillé, où en fait c'est un pot, mais avec un point d'exclamation au milieu. Et en fait, si vous avez la compétence esquive et que l'adversaire n'a pas tacle, donc en gros la plupart des adversaires n'ont pas tacle à part les nains, votre joueur reste debout et ça compte comme repoussé. Donc ça fait que le, votre joueur a plus de chances de tenir debout aussi. Donc autant dire que c'est des joueurs que j'apprécie grandement. Dans les autres joueurs de mon équipe, on a celui-là, qui est le Blitzer Skaven. Il est comme un 3 quarts normal, mais par contre il a un d'armure de plus, donc il a 9 plus d'armure, donc il est plus résistant. Et on voit en bas, il a la compétence blocage. Donc je sais pas si vous vous rappelez sur le blocage de mon Raog au tour précédent, mais il y avait un crâne, sur le premier blocage à 3D, il y avait un crâne, et il y avait ce qu'on appelle un post-skull en règle générale, donc il faudra s'habituer à ce mot-là, qui est en fait les deux à terre, ça veut dire. Et si vous avez blocage, en fait si vous avez les deux à terre alors que vous n'avez pas blocage, vous tombez en même temps que votre adversaire, et ça fait turnover. Si par contre vous avez blocage, c'est l'adversaire qui tombe. Si les deux ont blocage, aucun ne tombe. Mais c'est une compétence qui est très très utile. Donc j'ai deux blitzers Skaven dans mon équipe, j'en ai un qui est là et un qui est ici. On le voit, il a une petite compétence plus, ça s'appelle châtaigne. Le rogue, là aussi cette compétence, on la voit ici. Alors le rogue, il a beaucoup de compétences, on en parlera un peu plus tard. Mais la compétence châtaigne, c'est une compétence de force. Donc il y a différents types de compétences. Et cette compétence, ça permet de taper un peu plus fort. C'est-à-dire que quand vous mettez un joueur à terre, que vous faites le jet d'armure avec ce joueur-là, vous avez un bonus additionnel de plus 1, soit sur le jet d'armure, soit sur le jet de blessure si vous ne l'avez pas utilisé sur le jet d'armure. Donc imaginons, je mets à terre un blitzer elf comme ici, là, 9 plus d'armure, donc ça veut dire que si je fais 9, je passe l'armure. Et comme j'ai châtaigne, ça veut dire que, comme je vous le disais, de 2 à 7, je fais rien, 8, 9, KO, et 10, 11, 12 sortie du joueur. Et ben dans ce cas, j'ai un bonus de plus 1, donc ça veut dire que si je fais 7, le joueur va partir KO, ou si je fais 9, le joueur va sortir du terrain. C'est quoi la différence entre un KO et une sortie? Le KO, s'il y a un touch jaune ou s'il y a une mi-temps sur un 4, 5 ou 6, votre joueur KO revient sur le terrain et peut reprendre le match avec ses coéquipiers. Sortie, il ne revient pas du terrain. Là, c'est avec la petite croix ici, on voit bien, le joueur ne reviendra pas sur le terrain. Alors que là, ici, on a un joueur avec une cloche, c'est KO, ça veut dire qu'il peut revenir. Faut savoir aussi que faire une sortie, donc, là, c'est le Rogue qui a fait une sortie à ce match-là, ou peut-être pas, je ne sais plus. Non, c'est le Blitzer qui fait une sortie. Mais faire une sortie rapporte 2 points d'expérience. Donc on voit les points d'expérience, c'est marqué en bas des joueurs. Là par exemple celui-là il a 1 point d'expérience en plus. Il a déjà chopé une compétence additionnelle, à savoir ici lutte. Et donc c'est ces points d'expérience qui permettent de faire que vos joueurs deviennent plus forts. On voit que c'est un joueur de niveau 2. Donc ça augmente la valeur de votre équipe et ça fait que vous allez affronter des équipes qui ont globalement une valeur plus importante et qui auront aussi des compétences additionnelles. Sinon ce serait horrible pour les équipes débutantes qui affrontent des joueurs avec plein de compétences. C'est pour ça aussi que normalement quand on a des compétences, on peut avoir un budget supplémentaire pour acheter des stars ou des bonus qui vont permettre de, d'augmenter votre force tout simplement. Enfin sur le terrain. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, le rogue rapidement, on le voit, il a une force de 5, il est moins agile que les autres, il a un mouvement de 6 quand même, donc même s'il est plus long que le réseau d'équipe, vous allez voir les Skaven sont quand même des joueurs très rapides sur un terrain de Blood Bowl. Il a la capacité frénésie, donc quand il fait un premier blocage, s'il ne fait pas tomber ou s'il n'y a pas de turnover, en fait c'est à partir du moment où il repousse l'adversaire, il va refaire une seconde action de blocage contre lui. Voilà.
solitaire. Donc comme je vous le disais, lui à partir du moment où je veux relancer un jet de dés avec lui, je vais ajouter un D6 et sur un 4, 5 ou 6 ça fonctionne, mais sur un 1, 2, 3 c'est comme si j'avais dépensé une relance pour rien. La compétence châtaigne, on l'a déjà dit, et la compétence queue-prehensile qui est une mutation qui permet en fait que quand un joueur veut esquiver, donc là par exemple imaginons un joueur à terre se relève et veut partir vers une case vide, là où d'habitude c'est un jet d'agilité 2+, donc c'est un 2+, comme pour mes coureurs Skaven, à cause de la queue-prehensile du roc qui est à côté, le jet sera un 3+, il y a un malus de -1 qui est appliqué. Voilà, donc c'est un joueur qui est très sympathique à jouer, qui est en plus, alors on le voit, il n'y a pas, si, il y a la règle sauvagerie animale qui est là, donc lui en fait, tous les gros ont des malus, on l'a vu lors du premier match, il y avait un troll, un minotaure et un ogre qui avaient trois règles différentes de celle-là. Là celui-là ça fait que sur un 1 à chaque action qu'il fait, je jette un dé sur un 1, en fait il va essayer de taper un des joueurs de mon équipe pour faire son action, parce qu'il est très énervé. Et le truc c'est que s'il fait une action pour taper un joueur adverse, ce n'est pas un. C'est un 2+, donc en gros il n'y a que le 1 qui fait que je tape sur un de mes joueurs. Si par contre c'est une action de mouvement, il fait l'action sur un 4+, et donc il a sur un 1, 2, 3, il tape un de mes joueurs qui est à côté. S'il n'y a aucun de mes joueurs à côté, il ne joue pas et il perd sa zone d'attaque, donc on peut passer à côté de lui comme si de rien n'était. Voilà. On a 45 secondes de la fin, donc c'est la première fois qu'on a ce cas-là. En même temps, on est qu'au troisième match. Je pense que ça arrive assez fréquemment en ligne d'avoir des coachs qui soit sont pris par une obligation quelconque ou n'ont pas le choix. Du coup, on va rester parler quelques secondes de Blood Bowl en plus. Donc là, on est sur une compétition où en fait il faut accumuler les matchs et c'est pour ça que on joue de la manière la plus optimisée possible, car on veut les meilleurs résultats possibles afin de, à la fin de chaque mois, d'être pris dans une compétition subsidiaire pour les meilleurs coachs de Blood Bowl en ligne sur Blood Bowl 3. Donc Blood Bowl 3 qui est sorti il y a moins d'une semaine, et donc il y a des visuels qui sont absolument pas mal du tout. Là, il faut savoir que Blood Bowl ça se joue aussi en plateau ou sur d'autres structures de jeu. Alors il semblerait que je puisse jouer un tour, donc c'est un peu étrange. Euh, qu'on va continuer à jouer, hein. Mais je me demande ce qui se passe maintenant que la réserve de temps du joueur adverse est utilisée. Donc on va rapprocher nos joueurs. Donc là on a un crâne, on a 3D comme on a force 5 avec 2 soutiens. Et donc en fait on a 3D, donc on pourrait repousser l'adversaire, mais on va le faire tomber avec ce jet de là. Voilà. Donc, il ne se passe rien. Et donc on va rester là. Alors, on va voir ce qui se passe. Donc l'adversaire a quand même 2 minutes pour jouer. Alors il semblerait qu'il n'y ait pas de système de concession. Je pensais qu'il y avait une concession automatique à la fin du match. Je me demande ce qui va se passer. Bon, on verra bien, mais il y a de grandes chances que le coach adverse, donc, qui ne laisse les joueurs dans cet état. C'est pas grave, ça va permettre de parler un peu du jeu. Qu'est-ce qui nous intéresse ici d'autre? Donc on a parlé d'actions de blocage. Il faut savoir qu'à Blood Bowl, il y a différentes actions possibles. Le blocage, quand vous êtes debout à côté d'un joueur au début de votre tour, donc votre joueur peut faire une action par tour. C'est-à-dire que là vous avez vos 11 joueurs sur le terrain contre les 11 joueurs adverses. Ils vont avoir parfois des joueurs sur le banc qui vont pouvoir faire intervenir au fur et à mesure de la partie s'il manque d'effectifs. Et donc là pour le cas présent, donc il n'y a pas de renfort. Donc ça veut dire que si on devait reprendre le match, comme il y a un joueur qui est sorti du terrain, il redémarrerait à 10 en, en attaque ou en défense. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? On va essayer de marquer du coup au prochain tour pour voir ce qui se passe sur un coup d'envoi. Parce que de toute façon, dans tous les cas, il y aura un coup d'envoi avant la mi-temps pour lui. C'est-à-dire que si on marque tour 8, il restera son 8ème tour, donc il devra jouer son 8ème tour quand même. Donc autant marquer tour 6 et voir ce qui se passe. C'est peut-être un piège, je ne sais pas. On verra bien ce qui s'ensuit. Donc ça pourrait être un piège et donc on va plutôt attendre. Alors je peux pas lui faire fin du tour à sa place. D'accord, on fait des tests, hein.
Oui, donc je disais l'action de blocage qui est l'action classique quand vous êtes debout à côté d'un joueur. Il y a l'action de blitz qui permet de se déplacer et de taper. Voilà, donc ce qu'il faut savoir c'est que Blood Bowl est un jeu d'annonce. Donc par exemple le blitz ou plusieurs actions de ballon, vous devez les annoncer, vous devez annoncer la cible du ballon ou de votre joueur. Euh, Sinon votre action n'est pas prise en compte. Donc on va taper un peu les joueurs adverses. Hein. Pas de raison de pas se faire plaisir. Donc là on a force 3. Et en fait comme on avait le soutien du joueur à gauche ici qui est debout, lui il a un joueur ici mais qui est marqué par un autre joueur, donc son soutien ne compte pas. Et du coup c'est pour ça que on avait 2 dés, force 3 contre force 3 et un soutien, donc 2 dés. Donc là c'est le fameux pot esquive. C'est-à-dire que si le joueur en face avait esquive, il ne tomberait pas, il serait juste repoussé. Là le joueur en face n'a pas esquive, donc on le fait tomber. On passe par un mur. Voilà. Si on a 2 minutes d'attente à chaque tour, on va se dépêcher de jouer nos tours à nous. On fait donc fin du tour. Ah, les tours de l'adversaire. Ah non, les tours de l'adversaire continuent à prendre 2 minutes. Donc on va rester là pour l'instant. C'est-à-dire que le match peut être potentiellement très long. Et... Oh, l'adversaire se relève. Donc c'est quand même plutôt bien joué de ne pas avoir marqué. Voilà, et ça se trouve. Donc là, il fait un 2 des contre. Il le relance. Voilà, donc en fait, là, comme il a force 3 contre force 3, mais que moi j'ai un joueur debout à côté qui soutient mon joueur, en fait, il est à 2 des contre. Donc c'est-à-dire qu'il jette 2 dés et c'est moi qui choisis le résultat. Alors, coup de chance pour lui, il a fait 2 pots. Donc il fait tomber mon joueur. Ah, faut se méfier, Blood Bowl c'est un jeu de sournois. Et le mec a pu jouer la montre, aller chercher à manger tranquillement pour mettre la pression. Et puis en fait derrière, il va jouer le reste de son match normalement. Ou peut-être pas, hein. Peut-être qu'il en a marre et qu'il vient de se reconnecter puis qu'il se dit bon, qu'est-ce que je fais là, je vais taper un ou deux joueurs. Voilà. On ne sait pas ce qu'il va faire. Donc on voit qu'on a différentes cases en bas. Donc il y en a une qu'on activise pour avoir les compétences des joueurs. Donc là on a tous mes joueurs à moi, aucun joueur. Et là c'est le format qu'on peut faire pour savoir ce que font les joueurs adverses, ce qui est plutôt pas mal. Comportement caméra, moi j'aime bien cette caméra donc on va pas la bouger. Inclusion de la caméra, pareil, on va pas la changer non plus. Réaction de coach, donc on peut envoyer des émotes à l'adversaire apparemment. Ça a l'air assez marrant. Mais on peut pas discuter avec lui, il semblerait. Bon. Bon, alors là ce qui va se passer, je vais vous montrer un petit phénomène assez marrant. Donc ça s'appelle mettre un joueur dans le public. Donc là en fait quand on tape un joueur, ici là, j'ai force 3, j'ai un soutien à côté et en fait je le tape à 2D donc là je le repousse et en fait le seul endroit où je peux le faire tomber c'est dans le public parce que les deux cases en fait on repousse dans les trois cases en face du joueur. Voilà. Et donc là ici le joueur adverse est blessé parce que en plus on lui a cassé le genou donc ça veut dire que c'est une blessure grave. Voilà, donc l'objectif, donc là on a l'adversaire qui va utiliser apothicaire ou pas. Et en fait, donc, quand on est repoussé dans le public, c'est un jet de blessure direct. Donc il n'y a pas le jet d'armure. La caractéristique d'armure n'est pas utilisée, on fait directement un jet de blessure. De 2 à 7, on est placé en réserve, on revient pas sur le terrain. 8-9, on est KO. Et 10-11, c'est une blessure directe. Donc le rogue va s'énerver à son tour. 3D, il y a un pot. On n'arrive pas à faire mal. Voilà, là, typiquement, force 3 contre force 3, mais il y a un soutien avec moi. Voilà. Donc l'adversaire fait le choix de ne pas relever ses joueurs. Nous, on va juste protéger le rogue.
Donc là on se replace ici en défense rapidement. Et fin du tour. Attention, donc là on est tour 7. Donc au prochain tour il faudra marquer quoi qu'il arrive. Donc on pourra faire un test de l'utilisation du sorcier, en tout cas ça c'est assez intéressant. On voit quand même des visuels assez sympas. On va essayer de voir un peu la caméra. Alors ça fait pas grand chose ça. D'accord, donc en fait on a différents angles de vue sur le terrain. Bon, moi tant que je vois bien le terrain, on peut zoomer assez facilement pour voir ce qui se passe un peu. Donc là mon joueur prête à marquer, avec la caméra qui est en train de le regarder actuellement. Donc c'est vrai que j'ai pas... Donc j'espère que le micro va bien fonctionner sur cette partie là. J'ai pas forcément l'habitude de toute façon de faire des vidéos ou quoi que ce soit, donc faut pas hésiter à me faire le moindre retour pour que je puisse améliorer les choses. Et puis surtout aussi on n'est pas habitué à ce support de jeu, hein. Moi je suis là actuellement numéro 1 mondial mais de jeux de plateau, et j'ai tendance à dire que quand je joue en ligne je suis un peu moins concentré ou efficace. Donc le fait de streamer ou de prendre une vidéo me permet d'être beaucoup plus concentré sur ce que je fais. Là on va aller marquer directement, comme ça sera fait. Donc on marque. Donc là on a une défense, on va enregistrer cette défense là. Nouvelle formation, défense. Oula, confirme. Non c'est bon, on l'a en... Et tac, donc on est placé. L'adversaire a 2 minutes pour se placer tout pile. Et je pense qu'en fait voilà, le match va aller jusqu'au bout dans ces conditions. C'est un peu dommage parce que du coup c'est vrai que on a un adversaire qui a joué peut-être 2 tours à fond, 3 tours à fond, et après qui a joué 2 actions sur les 5 tours restants. Donc bon, l'opposition n'est pas là. Ce qui se passe aussi, c'est qu'en ligne, le niveau de jeu est quand même relativement très hétérogène, et on peut croiser des joueurs qui ont des milliers de matchs à leur actif, et qui vont jouer très rapidement et de manière très juste, et d'autres coachs qui jouent de manière beaucoup plus casuelle, qui vont jouer 10 matchs à l'année, et qui vont être lents, ou si le match passe mal, qui vont pas le jouer à fond. Là on voit que dès que c'est à lui d'attaquer, il place ses joueurs, il a se place correctement. Je pense qu'en fait il était juste énervé que on contrôle, enfin on bat le contrôle, la balle, donc balle contrôle c'est une action, enfin c'est l'action qui consiste en garder le ballon près de la zone de but pour aller, enfin pas forcément près de la zone de but d'ailleurs, mais garder le ballon pour aller marquer derrière quoi. Et l'adversaire se dit bah, j'ai aucune chance de défendre, donc il y a un énervement par rapport à ça, et je pense qu'il a essayé peut-être de nous faire payer. On verra, on discutera peut-être dans d'autres vidéos plutôt de stratégie footballistique sur la manière d'attaquer, de défendre. Ce qui est hyper important, et je pense qu'il fait la différence au niveau coaching, c'est parfois la vision de jeu à long terme. C'est-à-dire quand on a par exemple, quand on joue des Skaven contre des elfes noirs, savoir ce qu'on doit faire. Et voilà, et moi typiquement, enfin, c'est pas forcément une question de race, mais euh, si je joue, si je dépense mes relances rapidement, ça veut dire que, enfin, la défense peut vite être compliquée, et surtout si on prend du dégât, parce que quand on est en défense, on est obligé de positionner 3 joueurs sur la première ligne, comme c'est le cas là. Donc ces 3 joueurs vont se faire casser la figure, et donc
on n'a pas envie de... Si on perd, si on prend de l'impact physique sur ces 3 joueurs et qu'en plus on n'a plus de relance, les relances sont quand même très utiles pour ce qui va vous permettre de prendre des risques ou pas et de relancer ces risques. Si vous prenez tenter une action un peu risquée, parce que vous pouvez très bien jouer à Blood Bowl en jetant le moins de jet de dés possible, en ramassant juste le ballon et en faisant que des jets de blocage à 2D avec blocage, donc où il y a que le double crâne qui vous empêche de réussir votre action. Il faut savoir que c'est la prise de risque permet de mettre les adversaires en difficulté derrière. Là, il peut encore jouer 3 joueurs, mais il ne bouge pas pour l'instant. Donc là, pourquoi est-ce qu'on a fait ce placement là? De une, ça nous permet d'éviter 3, 4, 5, 6, 7 paquets. Donc ça nous permet d'éviter de se faire taper un joueur. Et de deux, il y a des possibilités qui existent pour faire que votre jeu, ça s'appelle un push-push, pour faire avancer un joueur qui n'a pas bougé et essayer d'aller marquer avec lui. Et en fait, avec cette ligne de fond, le joueur a du mal à passer. Il faut savoir que c'est pas tout le temps la défense qu'on fera dans ce genre de situation, parce que ça marche, c'est pas tout le temps la meilleure solution, mais là sur des matchs jolis comme ça, en plus juste avant la mi-temps, ça paraît la bonne solution. Comme on le disait, alors on n'a pas, c'est pas une phase de jeu où on a accès au mouvement des joueurs, mais la caractéristique du mouvement d'un joueur, donc là par exemple ici un 3 quarts alpha noir avec 6 de mouvement, le 3 quarts il bouge à 6 cases, mais il peut en faire 2 cases bonus pour en jetant un D6 à chaque case qu'il essaie de faire. Donc ça s'appelle mettre le paquet. Avant ça s'appelait mettre le paquet, maintenant ça s'appelle foncer. Et, donc foncer, en fait, vous jetez un dé et sur un 1 vous tombez. Donc ça fait turnover et c'est au tour de l'adversaire. Par contre sur un 2, 3, 4, 5 ou 6 vous arrivez à faire la case supplémentaire. Vous pouvez le faire 2 fois par joueur et par tour. Potentiellement gagner pas mal de cases en plus. Ça peut être utile quand vous jouez contre une équipe plus rapide ou quand vous avez besoin absolument de passer en force. Là mon adversaire a une compétence pro qui, même s'il a plus de relance, lui permet d'essayer de relancer un DG. Ah mais il ne l'a pas utilisé, ce qui est dommage pour lui. Turnover, au moins comme ça le tour se finit plus rapidement. Donc là cette fois-ci on va pas défendre, on va défendre en couronne. Ah voilà. Donc, on a une défense de couronne, ma préférée. Les 11 joueurs devant sont présents sur le terrain. Ligne d'engagement 3 joueurs ou plus. Zone latérale 2 joueurs moins. On est placé. Donc comme c'est une nouvelle mi-temps qui démarre, on a récupéré nos relances. Donc on en a 3 pour l'ensemble de la mi-temps. L'adversaire aussi a récupéré une 3 relances. On n'a pas utilisé une apothicaire. L'apothicaire c'est une fois par match. Et j'ai toujours un sorcier que je peux utiliser à n'importe quel moment. Alors on essaiera de l'utiliser, ce sera la première fois qu'on l'utilise. Clairement, vu le niveau de l'adversaire, il semblerait que ce soit pas nécessaire, mais bon. Donc en première mi-temps, vous l'avez pas vu, mais au tout début, il y a un jet de dés qui détermine qui démarre en attaque ou en défense, et ça s'inverse automatiquement en deuxième. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, l'adversaire a décidé de défendre en premier. Donc là, du coup, c'est à moi de défendre, et donc c'est lui qui reçoit la balle et qui va essayer d'aller marquer. Donc comme je vous disais, 13 cases de long. La dernière ligne, c'est la ligne de touchdown. Vous, si vous y êtes avec le ballon, que c'est votre terrain, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous rentrez dans la zone adverse avec le ballon, contrôlé par un de vos joueurs bien sûr, parce que s'il tombe avec le ballon de cette zone là c'est pas bon. Si le ballon est contrôlé par un de vos joueurs et qu'il rentre dans cette zone, c'est touchdown pour vous,
Et donc c'est ce qui fait, voilà, là on le voit en haut, 1-0 pour moi. Et c'est comme ça à la fin du match qu'on sait qui gagne le match. Donc c'est le plus important. Même si faire du dégât, ça a son importance dans les matchs, pour le coup, c'est pas forcément le plus décisif. On est sur un adversaire qui fait un peu danger-jeu. Ça fait aussi partie du jeu. Hélas. On a un changement de météo, mais la météo n'a pas bougé si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc est-ce que mon adversaire va jouer sa phase d'attaque ou il va continuer à jouer par intermittence? On va bientôt le savoir. On peut voir qu'on a un supporter avec une tronçonneuse ici. Voilà, la caméra c'est encore pas hyper manuelle. Bon, c'est un peu dommage pour l'intérêt du match, mais au moins ça permet de faire des tests. Et puis ça permet aussi d'accumuler une victoire supplémentaire pour les Skaven. Potentiellement ce serait la troisième de suite donc. Et c'est un démarrage qu'on pourra considérer comme idéal pour la suite du tournoi. Donc, par exemple là on pourrait essayer de se concentrer sur essayer de de marquer des points d'expérience au Ogre. Ce qui fait savoir que là il a 6 points d'expérience. Et s'il arrive à 12, il peut choisir une... Donc il faut savoir que l'expérience, en fait vous la consommez pour choisir vos compétences. Donc c'est à dire que là par exemple les coureurs d'égout, c'est... Oh, l'adversaire joue 30 secondes avant la fin de son tour. On en reparlera de l'expérience plus tard, on va voir un peu ce que fait l'adversaire. Il a 20 secondes, je pense qu'il va avoir du mal à taper tous les joueurs en 20 secondes. Mais bon, on peut peut-être se réveiller un peu. Il fait un blocage 1D. Parce qu'en fait il tape avec ce joueur là ici. Et donc en fait ce joueur là, il n'a pas le soutien de celui-là parce qu'il est. Celui-là est bloqué par mon 3 quarts Skaven ici. Donc là il refait un blocage 1D. Et il l'a raté. Allez, pas... On va juste aller lui coller tous ces joueurs, hein, clairement. Pas poser de questions. Et puis on va attendre qu'il se rate. Hein. Oula, on va taper notre petit coureur d'égout ici. Bon, il s'en sort. On va prendre bien sûr de quoi faire tomber l'adversaire. On n'a pas réussi à passer l'armure malgré le bonus de +1. Donc on va coller les joueurs adverses. Hein, comme on l'a dit, le but c'est de créer du contact. De bloquer un dé aussi. Voilà, donc en fait là on a force 3. Mais si on tape un des joueurs en face, donc celui-là par exemple qui est juste en face de nous, en fait lui et lui qui pourraient nous apporter soutien sont marqués par les deux joueurs en face. Et c'est idem de côté, donc le blocage est à 1D. Voilà. Donc on en reste là pour l'instant. Et on peut décider de poursuivre ou de rester sur place. Moi je décide de poursuivre ici, mais c'est pas automatique. On se relève ici et c'est la fin du tour. Donc quand c'est à mon tour de jouer, j'ai l'impression que ça passe un peu plus lentement, un peu plus rapidement le tour, mais quand c'est à l'adversaire, c'est plus compliqué. Je disais au niveau de l'expérience tout à l'heure, donc là on va voir par exemple ce coureur d'égout par rapport à celui-là. On voit, il y en a un qui a une compétence en plus. Oh là, il a passé la balle dans le vide.
Ah non, il a voulu faire une passe et en fait il l'a totalement raté. Et donc la balle est partie de l'autre côté du terrain. Donc, ce qui est un peu dommage pour lui, mais bon. Nous on va pouvoir taper avec nos joueurs. Ça c'est toujours intéressant. Alors, bon, ce qui va compter là, c'est de mettre des petites patates à tout le monde pour marquer des points d'expérience sur le joueur. Bon, KO, ça marque pas de points d'expérience, mais ça fait un joueur de moins sur le terrain. Donc là, on a un joueur qui a blocage, il en a pas besoin. On a passé l'armure ici, mais on n'a pas réussi à faire un projet de blessure. Là par contre on a réussi à faire une sortie, ce qui est une très bonne chose pour nous. Bon, ça fait rajoute 25 secondes à l'adversaire pour. Enfin 30 secondes à l'adversaire pour qu'il décide d'utiliser son petit car ou pas. Mais on marque des points d'expérience sur un 3 quarts Skaven, donc un joueur qui a du mal à avoir l'expérience d'habitude. Alors on va relancer ça par contre, parce que sinon on aura. Donc, le premier joueur a fait cette action là, mais comme il avait blocage, ça posait pas de problème. Là par contre, on n'a pas blocage, donc on va utiliser une relance. Donc là on voit que mon rogue en tapant le joueur en face, en tapant pardon le joueur en face de lui, a fait un 1, donc il a été obligé de taper un major et il a été obligé de le mettre KO. Et il a passé. Donc on le voit, quand on passe l'armure d'un joueur adverse, on voit des petites étoiles au-dessus de ta tête là, ça veut dire qu'il ne peut pas jouer à ce tour là. Donc il y a un petit rond rouge de toute façon. Quand c'est un rond blanc, c'est que le joueur n'a pas encore joué. Quand c'est un rond rouge, c'est que le joueur joue et qu'il ne peut pas jouer à ce tour là. C'est le cas pour ces deux joueurs qui sont à terre. Voilà. Donc bon, on a réussi à sortir un ou deux joueurs en plus. Je pense que dans tous les cas, si on, enfin, là on va récupérer le ballon. À mon avis, on ne va pas essayer de marquer parce que sinon on va perdre encore 2 minutes de plus sur 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 le chrono. Et en plus de ça derrière, on va avoir un problème sur. Enfin, il faut pas que l'équipe monte trop vite en expérience parce que sinon on peut affronter des équipes très puissantes. Et en fait, le but c'est d'être le plus haut dans le classement. En gros, si vous affichez 10 victoires pour 0 nul et 0 défaite, vous êtes qualifié pour la manche suivante potentiellement. Et du coup, en fait, si sur ces 10 victoires vous avez fait plein de points d'expérience, en fait, au 11e match, si vous devez jouer un 11e match, vous affrontez des équipes qui sont très très puissantes. Alors qu'au contraire, si vous avez fait 10 victoires sans faire trop de points d'expérience, et ben dans ce cas-là, vous affronterez une équipe qui a moins de valeur et donc moins de chances de se faire détruire par une équipe bardée de compétences. Donc il reste encore 5 tours à jouer pour l'adversaire. 4 après celui-là qui finit en 20 secondes. Voilà, je pense qu'on va essayer de faire un truc marrant, à savoir marquer avec le rogue. Ça me paraît une chose intéressante.
Faut savoir que je blitz des adversaires au contact de moi en fait, pour pouvoir me déplacer après. C'est vraiment l'objectif. Donc là on vient de faire une sortie avec le round, ce qui est très bien. Et on va essayer d'aller ramasser le ballon avec. Et il a le ballon. Donc le rogue en position de marquer, c'est assez exceptionnel. Donc ça c'est une action hein, un peu un peu atypique. Hein. Le rogue qui a le ballon dans sa grosse main. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que on a envie que le rogue marque des points d'expérience. Et en fait les coureurs Skaven qui sont les préposés à marquer les touchdowns, en fait marquent, enfin on l'a vu, sur tous les touchdowns marqués, sur les 6 touchdowns marqués par l'équipe jusqu'ici, il y en a 5 qui ont été marqués par eux. Donc l'idée c'est d'essayer de partager un peu l'expérience entre les joueurs pour ne pas avoir tout le temps les mêmes joueurs avec des compétences. Et en plus on a besoin de compétences sur les joueurs qui tapent pour, euh, pour réussir derrière enfin, à tenir le défi physique, notamment contre des équipes qui vont... En fait, il y a des équipes qui... On va dire, il y a trois types d'équipes. Il y a les légers, les mi-lourds et les lourds. Et en fait, les Skaven sont très très forts. Enfin, c'est des légers qui peuvent taper. Donc, ils sont très forts contre les autres légers. Mais par contre, ils peuvent se retrouver en difficulté contre le mi-lourd ou le lourd s'ils se font tabasser. Attention, n'importe qui se fait tabasser est en difficulté. Mais avoir des compétences, comme c'est le cas par exemple avec un blitzer, donc là ce blitzer là il n'a pas de compétences. Par contre, l'autre blitzer, voilà, il a déjà une compétence et il va potentiellement en récupérer une nouvelle. Euh, donc ça c'est plutôt pas mal, on va dire, pour, euh, pour l'expérience, que derrière, la compétence en plus qu'il a, ça lui permet de taper plus fort et donc potentiellement de faire plus mal à une équipe adverse et de donner l'avantage au Skaven derrière. Donc là on va jouer les tours à toute vitesse. Voilà, donc on va juste ramener un soutien ici. On va essayer de faire pexer le blitzer Skaven ici. Le joueur adverse tombe. Donc à moins qu'on arrive à faire une sortie ici. Non, c'est raté. On va faire fin du tour directement. Voilà. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on ramène juste un joueur à côté du rogue. Comme ça, quand il aura bougé au tour 16 pour aller marquer, en fait même s'il fait 1, 2, 3 parce que c'est une action de mouvement, il va quand même faire son action mais il tapera le joueur. Et on met un joueur qui vaut pas cher, qui n'a pas d'expérience. Comme ça, bah, s'il le tue, c'est pas dramatique pour l'équipe. Parce que oui, le rogue peut tuer le joueur qu'il tape. Donc je vois pas de système de timeout. Hein. On va donc devoir aller au bout de ces 8 minutes pour le coach adverse. Nous, nos tours vont durer 2 secondes, le temps de cliquer sur fin de tour. Donc ça va quand même aller assez vite. Euh, donc là, on le voit, il y a des pop-up girls sur le terrain. Euh, donc celle-là, c'est plus pour le décor, pour l'ambiance visuelle. D'ailleurs, comme cette sorte de boucher qui porte un symbole de vétérinaire ou la personne avec la tronçonneuse ici. Et le public, donc c'est vraiment des effets visuels, ça n'a pas d'impact sur le jeu. Par contre, on peut en avoir. Euh, donc là, ici, on n'a pas de. Enfin, l'équipe n'en possède pas, mais on peut avoir des cheerleaders ou des pop-up girls qui permettent d'avoir un impact sur un certain type de coup d'envoi. On l'a vu, lorsqu'on envoie le ballon à l'adversaire qu'on a en défense, il y a un coup d'envoi avant que la partie ne démarre, avant que le ballon soit mis en jeu. Donc c'est un coup d'envoi qui peut être favorable à l'équipe en défense ou à l'équipe en attaque, ou parfois à une équipe tirée aléatoirement. Et ça peut avoir un impact sur le jeu, sur par exemple les points d'expérience marqués, voilà, sur pas mal de choses. Et donc les pom girls permettent, avoir des pom girls officiels dans son équipe, permettent d'avoir un avantage là-dessus.
Par contre, ça fait aussi monter votre valeur d'équipe. Alors, est-ce qu'on va... Voilà, on a réussi à le déplacer. Fin du tour, c'est réglé. Donc, 3 tours de calvaire pour notre adversaire, qui n'aura donc joué que très peu de tours dans ce match. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le problème. Normalement, vous aurez assez peu de matchs comme ça. Là, c'est aussi histoire de tester le micro, tester, voir si j'ai réussi à mettre les commentaires en place sur la vidéo. Donc c'est clairement la suite des vidéos tests, on va dire. Mais normalement, un match comme ça qui se déroule, sur Twitch, on n'a pas le choix et on le laisse dérouler. Mais sur YouTube, il n'y a pas de raison de mettre des matchs sans intérêt comme ça pour le téléspectateur. Surtout qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt tactique. Là, ce qu'on voit par contre, c'est peut-être que justement la tactique utilisée a fait craquer l'adversaire. C'est-à-dire que voilà, il y a cet aspect où en fait, donc ça s'appelle le ball control. C'est le fait de ne pas marquer à chaque fois qu'on le peut. C'est-à-dire qu'en fait, notamment quand on joue Skaven, Skaven c'est très rapide et vous pouvez facilement marquer en 2 tours. C'est-à-dire que vous envoyez des joueurs dans le terrain adverse, vous récupérez le ballon dans votre terrain et vous faites une transmission ou une passe et vous marquez. Et en fait, le ball control, c'est le fait de ne pas marquer, c'est de décider le moment où vous marquez. Donc c'est-à-dire que vous attendez, la plupart du temps, le meilleur ball control possible, c'est le ball control jusqu'au tour 8 ou jusqu'au tour 16, où en fait, sur votre drive d'attaque, vous maîtrisez le ballon pendant 8 tours, et en fait, comme il va rester un tour à l'adversaire derrière, vous ne laissez qu'un tour avec le ballon. Et le fait de ne laisser qu'un tour, dans la très grande majorité des cas, alors pas forcément pour les Skaven par exemple, pour certains elfes, mais voilà, dans l'extrême majorité des cas, ça vous assure donc de mener 1-0 sur votre drive d'attaque, que ce soit en premier mi-temps ou en deuxième mi-temps, et donc ça permet de s'assurer de très bonnes conditions pour la suite du match. 2 tours, 4 minutes à tenir pour l'adversaire. Donc il faut savoir que le chrono a parfois été de 3 ou 4 minutes. Sur Fumble par exemple, une autre plateforme de jeu qui est beaucoup moins visuelle que Blood Bowl 3, c'est 4 minutes par tour. Et donc ça peut être très long aussi si l'adversaire ne se décide pas à jouer. C'est un des problèmes du Blood Bowl, c'est que c'est du tour par tour. Donc c'est à dire que vous devez attendre que l'adversaire joue son tour avant de dérouler le vôtre. Et pour le coup, quand on a un adversaire comme ça, enfin, si on a un match sans qui se déroule très mal, le mieux c'est de concéder le match, hein, littéralement. Là ici, on a un adversaire qui ne joue pas, mais qui reste sur le jeu. Et si c'était moi qui retournais dans le menu général, ça compterait comme une concession de match, ce qui m'intéresse pas vraiment vu que le match est quasiment gagné ici pour moi. Donc c'est le mauvais côté des matchs en ligne. Là où, bon, remarquez, c'est déjà arrivé, mais quand vous êtes en tournoi ou en ligue sur plateau, votre adversaire ne va pas déclarer forfait, parce que souvent il a fait de la route pour venir, et donc vous jouez le match jusqu'au bout. Ah, mais on le verra normalement, les concessions ou les matchs comme ça où le coach adverse ne joue pas ne devraient pas trop avoir leur place, enfin n'auront pas trop leur place, parce que de toute façon c'est pas intéressant pour le spectateur. Après là c'est pas moi aussi de se familiariser avec certaines règles pour ceux qui connaissent pas Blood Bowl. Donc au niveau des différentes actions possibles, on a le blocage dont j'ai parlé, qui quand on est debout, qui permet de taper un joueur qui est collé à soi. Voilà, et donc après avec les différents rapports de force dont je vous ai parlé, il y a le blitz, qui est une action à laquelle on aura une fois par tour qui va se déplacer et de faire une action de blocage. Donc c'est clairement l'action la plus tactique du jeu, c'est-à-dire que c'est ce qui oriente votre tour, vos déplacements, et en fait vous allez par exemple amener un joueur en soutien du joueur que vous allez taper ensuite. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment le côté aspect tactique de votre blitz va déterminer tout votre tour. C'est le dernier tour de mon adversaire, faudrait pas que j'oublie de marquer sur mon dernier tour moi. Voilà, dans les autres actions qui sont possibles, il y a pas mal d'actions au niveau du ballon. Donc c'est à dire que vous avez droit à une transmission ou une passe par tour. En fait il s'agit de la transmission simple, vous avez le ballon, là comme mon Rogue par exemple, et en fait je transmets la balle à un joueur qui est adjacent à lui. Donc c'est un jet qui va se faire sur l'agilité du joueur qui reçoit le ballon. Voilà. Et par contre si je veux faire une action de passe, donc je peux faire une action de passe même à un joueur éloigné, jusqu'à 13 cases. Plus la passe est lointaine, plus l'action est difficile. Et en fait, on se base sur la compétence de passe du joueur. Par exemple, le 3 quarts Skaven ici, il a 4 plus de compétences de passe. Le Rogue, il n'a pas de compétence de passe, c'est la CP, la quatrième case.
de la rangée verticale, et donc il ne peut pas faire d'action de passe. Donc par exemple, un joueur qui a une compétence de 4+, il peut passer le ballon à 3 cases, et donc son action sera réussie sur un 4, 5 ou 6. Par contre, sur un 2 ou 3, la balle va partir, mais elle va dévier dans les airs, et sur un 1, c'est un fumble, la balle va tomber autour de lui. Et il faut savoir que s'il essaie de passer la balle à 5 cases par exemple, il aura un malus de -1 pour passer le ballon. Donc il y a vraiment un côté où, comme dans le football américain réel, plus la passe est longue, plus elle est compliquée à doser, on va dire, en termes de puissance. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de joueurs. Souvent chaque équipe possède un type de joueur, hein, des passeurs spécialisés dans le jeu de ballon et qui sont capables justement de réussir des passes parfois qui vont, voilà, pour les passeurs, une compétence de passe de 2+, même même sur un adversaire, un collègue qui a 10 cases, on n'a que -2, donc la passe est sur du 4+, et avec parfois des compétences qui permettent de relancer ce jet là, donc autant dire que c'est souvent 75% de réussite pour réussir sa passe et faire gagner 10 cases de terrain à son équipe et parfois surprendre toute l'équipe adverse. Bon, c'est la fin du match. On va valider ça, on va regarder vite fait la feuille d'équipe. Et puis on va essayer de voir aussi, on va aller constater que le micro a bien fonctionné. Voilà, donc action de John. Donc il a raté son action, on va essayer de relancer quand même. Non, on n'a pas réussi à relancer. Donc on va taper le joueur à mes côtés. On passe l'armure, mais on ne passe pas la blessure. Et donc on se déplace pour aller marquer avec un Aragorn. Et gagner le match 2-0. Voilà. Donc c'est un coureur d'égout qui a gagné une compétence, qui a gagné le JPV. Donc il faut savoir qu'à la fin de chaque match, il y a un joueur qui récupère le JDM, joueur du match, et donc qui fait 4 points d'expérience supplémentaires. C'est de manière totalement aléatoire. Donc voilà. Donc on va aller voir rapidement notre équipe. Non, 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 non.